vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose donc de faire la correction des sujets que vous avez reçus la semaine dernière. J'ai eu, à vrai dire, assez peu de réponses. J'ai regardé les résultats. Bon, globalement, pour ceux qui ont répondu, c'était globalement très bien. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de réponses. Donc, je vous propose de voir ensemble euh, dans le courant de l'après-midi. Je pense qu'on n'aura pas besoin des 3 heures, qu'on pourra finir un petit peu avant. Je vous propose de voir ensemble les corrigés des 3 dossiers progressifs, des 3 KFP et des 10 questions isolées. Alors, vous avez vu que ça concernait beaucoup la cirrhose, mais la cirrhose est vraiment de loin sur les différents items des pathologies, celui qui est le plus compliqué, et on peut faire un nombre infini quasiment de questions qui peuvent être un petit peu difficiles. Avant de démarrer le corrigé, je vous rappelle parce que je vous l'ai dit en cours, qu'il existe un site internet qui est la plateforme R2C de la CDU-HGE, de notre collégiale. Donc j'ai remis l'adresse mail, c'est cours-officiel-r2c-hge.fr, et vous allez trouver sur ce site énormément d'exercices à faire si vous souhaitez vous entraîner. Il y a également des petites vidéos, il y a des rappels de cours, il y a énormément de choses. Donc si vous voulez aller là-dessus, alors c'est payant, mais c'est globalement 3 ou 4 euros, je crois, par an je crois que c'est 12 euros pour les 3 ans. Voilà, voilà. En tout cas, tous les enseignants de la discipline ont beaucoup travaillé pour que ce site soit le plus utile possible pour que vous puissiez vous entraîner pour préparer l'EDN dans de bonnes conditions, en tout cas pour les pathogastro. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Ah, attendez, je regarde. Tac, je vois que j'ai des trucs sur le chat. Alors, est-ce qu'on peut enregistrer la séance? Alors, la réponse est oui. Il faut simplement que je clique sur enregistrer. Tac, tac, tac. Donc sur la question aura-t-on accès à la correction, ben là on va la faire ensemble et je l'ai déjà fourni à la scolarité. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors attendez, j'arrive pas à. Hmm. Attendez, je suis désolé, j'essaye d'enregistrer, mais j'ai plus accès à. Hmm. Bon, ça me rend dingue ce truc.
Allez, on va pouvoir commencer et je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas l'autorisation d'enregistrer ce cours. Allez, on va commencer avec le... Désolé pour ces quelques minutes que l'on a perdues. Donc là, vous avez le premier dossier progressif. On va le revoir un petit peu ensemble. Donc, vous voyez que c'est un homme de 53 ans qui a des perturbations du bilan biologique de découverte fortuite sur un bilan systématique. Vous avez vu que tout ça, ça apparaît sur le cours sur les hépatites virales. Il y a un petit chapitre qui s'appelle Conduite à tenir devant des perturbations chroniques du bilan biologique hépatique. Ça n'a rien à voir, mais c'est inclus dans cet item-là. On vous dit que ce patient est porteur d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle, il a de la metformine et de l'amlodipine, il n'a pas de tabac, il a 50 grammes par jour d'alcool, il est en bon état général, il a un surpoids avec un IMC à 28. À l'examen clinique, vous trouvez une érythrose palmaire, des angiomes stellaires, une hépatomégalie gauche à bord tranchant, une splénomégalie, une circulation collatérale abdominale. Pas d'astérixis. Sur le plan biologique, TP 78%, Billy 22, Albu 36 grammes, plaquettes 78 giga par litre. On vous dit qu'il a un bloc bêta-gamma, une fonction rénale normale, une hypertransaminasémie ASAT et des gamma-GT élevés à 500. Et on vous raconte pour finir que l'échographie montre également que les contours du foie sont irréguliers et on vous dit que vous suspectez une cirrhose liée à l'alcool. Alors, la première question... attendez, je vais éteindre mon mail parce que c'est pas génial. Donc, la première question, c'est comment confirmez-vous le diagnostic de cirrhose? Alors, hop, on va se mettre là-dessus. Donc, on vous propose l'imagerie hépatique en coupe, l'élastométrie impulsionnelle, la biopsie hépatique, transparietal ou transjugulaire ou la célio. Donc, bien entendu, c'est l'élastométrie impulsionnelle. Le diagnostic de cirrhose, si vous voulez avoir le diagnostic formel, c'est la biopsie qu'il faut effectuer. Si on vous demande quel est le gold standard, c'est la biopsie. La définition d'ailleurs est histologique, la définition de la cirrhose. Mais dans l'immense majorité des cas, on n'a pas besoin de la biopsie pour faire un diagnostic de cirrhose. On peut tout à fait se contenter de l'association d'un certain nombre de signes cliniques de cirrhose. Et ici, vous en avez une tripotée avec l'hépatomégalie à bord tranchant, avec l'érythrose palmaire, avec les angiomes stellaires, avec la splénomégalie, la circulation collatérale abdominale. À vrai dire, quand vous avez déjà tous ces signes cliniques, vous êtes à peu près à 90% de valeur prédictive positive. Vous êtes déjà quasiment certain que le diagnostic est celui d'une cirrhose. Et quand vous rajoutez des éléments biologiques que vous pouvez classer, le TP à 78%, c'est déjà un début d'insuffisance hépatocellulaire, même si c'est pas très important. Lorsque vous voyez la thrombopénie, elle est liée à l'hypersplénisme. La thrombopénie, c'est très fréquent. Le bloc bêta-gamma, c'est parce qu'il y a généralement une discrète hypoalbuminémie qui contraste avec une hypergamma-globulinémie. Et quand vous avez une hypertransaminasémie qui prédomine sur l'azat, tout ça, ce sont des signes biologiques également en faveur de la cirrhose, soit insuffisance hépatocellulaire pour le TP ou l'albumine, soit hypertension portale pour la chute des plaquettes. Et quand vous avez en plus une échographie qui vous montre des contours du foie irréguliers, on aurait pu rajouter une dysmorphie, une atrophie du segment 4, une hypertrophie du segment 1, des signes d'hypertension portale, une veine porte dilatée, de l'acide, une splénomégalie. Bref, quand vous avez tous ces critères, vous êtes quasiment déjà à 100% pour le diagnostic de cirrhose. Mais globalement, aujourd'hui, on considère que l'outil pour permettre la confirmation diagnostique, c'est l'élastométrie qui, si elle est supérieure à 15 kPa, signe la présence d'une hépatopathie chronique avancée, c'est-à-dire une cirrhose. Et donc la biopsie, il faut la faire uniquement si vous avez un doute diagnostique. Et l'imagerie en couple, le scanner ou l'IRM, vous allez la faire dans deux situations. Un, si l'échographie
n'est pas faisable techniquement ou n'est pas de qualité optimale chez un patient qui n'est pas du tout échogène, par exemple, soit deuxième hypothèse, lorsque vous avez trouvé une lésion focale, une image nodulaire sur l'imagerie, à ce moment-là, on la caractérise avec une imagerie en coupe. Voilà, vous pouvez me poser des questions à tout moment, soit sur le chat, j'ai l'impression que je ne vois rien du tout. Voilà, soit directement en prenant la parole, vous pouvez. Donc, si tout va bien, on continue la correction, et si non, vous n'hésitez pas à intervenir. Alors, la question 2, on vous interroge sur la nécessité de compléter le bilan étiologique de cirrhose. Donc ça, c'est du rang B. Alors, c'est pas mal fichu sur la fiche LISA cirrhose parce qu'on vous indique qu'il y a deux types de causes, des causes fréquentes et des causes rares. Et on vous explique bien, même si c'est du rang B, quels sont les examens à faire en première intention. Donc, dans tous les cas, il faut rechercher toutes les causes fréquentes. Alors, c'est vrai qu'ici, ce patient, il a une consommation d'alcool à 50 grammes par jour. Je vous rappelle que l'OMS a dit pas plus de 100 grammes par semaine. Donc, 10 grammes, c'est un verre ou une unité. Donc, quand on est au-dessus des 100 grammes semaine, là, ce patient, il est à 7 x 5, 35, 350 grammes semaine. Il a une consommation excessive d'alcool susceptible d'expliquer une cirrhose. Néanmoins, même lorsqu'il existe une étiologie évidente, il faut au moins éliminer de manière systématique toutes les causes fréquentes. Et les causes fréquentes, vous avez l'hépatite C. Alors, de manière curieuse dans la fiche LISA, mais je ne sais plus, je crois que ça a été corrigé sur la toute dernière version. L'hépatite B est mise en cause rare. En fait, il faut mettre ensemble les hépatites B et C comme cause fréquente et de manière systématique faire une sérologie de l'hépatite B et une sérologie de l'hépatite C. Parmi les causes fréquentes se trouve l'hémochromatose génétique et il faut faire un bilan martial avec la ferritine et les coefficients de saturation de la transférine. Et puis, ce patient, il a en plus un syndrome métabolique, puisqu'on vous dit qu'il a une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et une surcharge pondérale, donc il a au moins 3 éléments cardiométaboliques. Donc, il a probablement une origine également liée à une stéatopathie métabolique. Mais là, on vous donnait déjà les résultats pour ce syndrome métabolique. Et donc, pour l'ensemble des patients, on va demander la glycémie, le bilan lipidique. Là, ce n'était pas demandé ici. Donc, le fer et les sérologies virales. Les causes les plus rares, et donc là, on vous parle d'anticorps anti-tissu et anticorps anti-mitochondrie, c'est-à-dire les sérologies des hépatopathies auto-immunes, soit hépatite auto-immune, soit cholangite biliaire primitive pour les antimitochondries, ou la cholangio-IRM, par exemple pour la cholangite sclérosante primitive. Les causes rares de cirrhose, on va les rechercher uniquement lorsqu'on n'est pas satisfait à l'issue du bilan de première intention qui recherche les causes fréquentes. Donc un patient qui a pas d'alcool, pas de syndrome métabolique, pas d'hémochromatose et pas d'hépatite virale B ou C, là, c'est bilan spécialisé et on va rechercher les causes les plus rares. On peut rajouter le déficit en alpha-antitrypsine, le Budd-Chiari. Voilà, mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Il ne faut pas demander pour tous les patients le bilan. Voilà, donc là, les résultats qui étaient bons, c'était le B et le C. Il faut toujours demander le bilan étiologique d'hépatopathie chronique. C'est la même chose d'ailleurs pour les transaminases. Hypertransaminasémie chronique ou cirrhose, c'est exactement la même démarche diagnostique. Et il est absolument essentiel de rechercher les causes de la maladie du foie parce que la plupart d'entre elles se traitent. C'est le cas pour les virus, c'est le cas pour l'alcool, c'est le cas pour le syndrome métabolique, c'est le cas pour l'hémochromatose. Allez, est-ce que vous avez des questions? À nouveau, n'hésitez pas à me poser des questions. Je m'assure que non, il n'y a rien sur le chat. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Excusez-moi. Dans le bilan de première intention, est-ce qu'il y a également l'électrophorèse des protéines plasmatiques ou pas? Oui, il y a l'électro. Alors, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, il y a une petite différence entre le bilan d'hypertransaminasémie et le bilan de cirrhose. Dans un bilan de cirrhose, en effet, ce sont des recommandations anciennes de la Haute Autorité de Santé qui disent qu'il faut demander une électrophorèse des protéines.
Donc, en effet, si vous avez cette question, il faut répondre oui. Moi, j'aime bien vous donner des clés de compréhension pour aller un peu plus loin que la fiche LISA, parce que quand on comprend la raison des examens, on s'en souvient mieux. En réalité, c'est pas d'une utilité fantastique. L'électrophorèse des protéines, à nouveau, ça vous donne un petit critère diagnostique supplémentaire avec le bloc bêta-gamma. Mais quand on est dans un bilan étiologique stricto sensu, ça ne donne pas une étiologie particulière de la cirrhose. Voilà. Ce bloc bêta-gamma avec donc l'albumine qui est basse, c'est un signe d'insuffisance hépatocellulaire, et les gamma-globulines qui sont augmentées, c'est parce que dans la cirrhose, vous avez des translocations bactériennes qui sont importantes parce qu'il y a des troubles de la perméabilité intestinale, ce qui va stimuler le système immunitaire et donner une hypergamma-globulinémie. Donc ce contraste hypoalbuminémie, hypergamma-globulinémie, c'est le bloc bêta-gamma, c'est un signe de cirrhose, mais à vrai dire, ça ne vous donne pas beaucoup d'informations sur le bilan étiologique de la cirrhose. Voilà, j'espère que ça répond à la question. En tout cas, voilà, comme c'est dans la fiche LISA, c'est dans les recos HAS, oui, pour l'électrophorèse des protéines, mais avec une explication un peu douteuse. On est bon? On avance? Alors, la question 3, vous voulez évaluer la sévérité de l'hypertension portale. Donc là, c'est du Rambé. Donc, je peux vous proposer aucun examen n'est nécessaire. Vous débutez des bêta-bloquants, vous attendez les résultats de l'élasticité du foie, vous effectuez une gastroscopie, vous débutez un traitement prophylactique uniquement en cas de varices à risque. Alors aujourd'hui, attendez, hop, je suis désolé. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que pour savoir s'il y a une hypertension portale, la première chose que l'on va faire, c'est l'élastométrie hépatique. Autrefois, on faisait une gastroscopie à tout le monde. Cirrhose était égale à gastroscopie et en cas de varice de taille moyenne ou de grande taille, on démarrait un traitement par bêta-bloquant. Et aujourd'hui, vraiment l'examen de première intention, c'est l'élastométrie hépatique. Si l'élastométrie hépatique est inférieure à 20 kPa et que les plaquettes sont normales, vous êtes quasiment certain qu'il n'y a pas d'hypertension portale cliniquement significative. En tout état de cause, vous êtes certain qu'il n'y a pas de varice de grande taille qui nécessiterait un traitement par bêta-bloquant. Et puis à l'inverse, aujourd'hui, on sait que quand on a une élastométrie supérieure à 25 kPa, il est extrêmement probable que vous ayez une hypertension portale cliniquement significative. Aujourd'hui, donc, et de plus en plus, on donne maintenant des bêta-bloquants dans cette situation indépendamment de la présence de varices. Mais pour l'EDN, pour l'instant, vous gardez la définition classique, la prise en charge classique, où vous faites d'abord les plaquettes, l'élastométrie hépatique. Si vous êtes totalement tranquille, moins de 20 kPa, plaquette normale, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de varices, vous vous arrêtez là. Si jamais c'est plus de 20 kPa, vous faites une endoscopie. S'il y a des grosses varices, vous mettez des bêta-bloquants. En réalité, ce patient, on sait déjà qu'il a une hypertension portale, puisque vous avez déjà la circulation collatérale abdominale, la splénomégalie, la thrombopénie. Mais ce n'est pas parce qu'on a une hypertension portale que l'on a des grosses varices ésophagiennes. Et de manière classique, les bêta-bloquants se donnent pour prévenir la rupture de varices ésophagiennes. Donc là, les bonnes réponses, c'est la C et la E d'ailleurs, parce que je ne sais pas pourquoi le E a disparu, mais voilà, les bonnes réponses, c'est C et E. Vous faites d'abord le fibroscan et vous débutez des bêta-bloquants s'il y a des varices à risque d'hémorragie. Question ? Une question. Ouais. Du coup, il faut obligatoirement faire le fibroscan. On n'a pas besoin de savoir. Enfin, il faut et les plaquettes et l'élastométrie. C'est pas parce que les plaquettes elles sont inférieures à 150 qu'on peut d'emblée dire qu'il y a une hypertension portale. Il faut les deux. Alors, il faut les deux pour affirmer l'absence de varices ésophagiennes. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous abstenir de faire une endoscopie quand à la fois les plaquettes sont normales, en tout cas plus de 150, et que l'élastométrie est inférieure à 20 kPa. Mais ensuite, si vous avez soit une élastométrie élevée, soit une thrombopénie,
à ce moment-là, vous ne pouvez pas exclure la présence de grandes varices ésophagiennes et vous allez effectuer une gastroscopie. Donc, c'est lorsque vous voulez éviter de faire l'endoscopie parce que vous êtes certain que vous n'aurez pas de varices ésophagiennes. D'accord, mais du C'est coup, clair? là, dans notre cas clinique, on n'aurait pas pu faire directement la gastroscopie puisqu'on sait qu'il a des plaquettes à 78. On était quand même obligé d'attendre les résultats du fibroscan. Alors c'est une très très bonne remarque dans la mesure où on savait que les. C'est pour ça qu'il y a eu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai mis que C. Et en fait, il y a un couac sur cette question qui aurait dû être, en effet, vous effectuez d'emblée une endoscopie de dépistage, puisque on sait qu'il y a 78 plaquettes. Absolument. C'est pour ça que c'était C et qu'il n'y avait pas le E, et en fait, c'était le D. Voilà. Très bonne remarque. Ok. Du coup, la réponse est uniquement la D. La réponse, c'est la D. D'accord. Absolument. Puisque, en effet, on a les plaquettes à 78 gigas par litre. Ok. Mais du coup, la E est bonne aussi, en soi. Et la E, oui, la E est bonne aussi, absolument. La E est bonne aussi, tout à fait. Ok, merci. Alors, la question 4. Le patient est perdu de vue, il poursuit l'alcool, il est hospitalisé 6 mois plus tard pour un ictère et de l'acide. Il a de la fièvre à 38, il a une bilirubine à 320, un TP à 36%, une LBU à 26 grammes par litre, une hyperleucocytose, un syndrome inflammatoire, des transaminases à 180 qui prédominent sur l'alate. Alors, on vous demande est-ce que la cirrhose est décompensée? Ben là, ça paraît vraiment très clair. Il a à la fois un ictère et de l'acide, donc ça fait déjà deux modes de décompensation. On vous demande si l'insuffisance hépatique est modérée. Alors évidemment, apprendre par cœur le child, c'est peut-être un petit peu compliqué. Si vous êtes capable de retenir déjà qu'il y a 5 critères, c'est-à-dire les critères cliniques, l'acide et l'encéphalopathie hépatique, et les critères biologiques avec le TP, l'albumine et la bilirubine, c'est déjà très bien. Si vous êtes capable de vous rappeler des seuils, c'est encore mieux. Vous serez calculé très précisément tous les scores de child de tous les dossiers cirrhotiques que vous aurez. Après, c'est pas si simple que ça à mémoriser. Néanmoins, pour essayer de simplifier les choses, quand vous avez un patient qui est parfaitement compensé, c'est-à-dire qu'il n'y a ni encéphalopathie ni acide et qu'il y a des paramètres biologiques qui sont satisfaisants, il est compensé, il est child A. Lorsque vous avez un ictère, un TP très bas et de l'acide, et a fortiori s'il y a une encéphalopathie hépatique et qu'il est complètement décompensé, qu'il est très sévère, il est forcément child C. Et puis l'intermédiaire, le child B, généralement, c'est un patient qui a une fonction hépatique encore préservée et qui a soit de l'encéphalopathie hépatique, soit de l'acide. C'est ça, un patient qui est child B. Donc après, voilà, les seuils, si vous vous rappelez les seuils pour le TP, c'est 50 et 40%, les seuils pour la bilirubine, c'est 50 et 35 micromoles par litre, les seuils pour l'albumine, c'est 35 et 29 grammes par litre. Mais et l'acide et l'encéphalopathie, c'est important, modéré, ou enfin absent, modéré ou sévère. Mais ici, même si on ne connaît pas les seuils, il faut être aussi intuitif pour répondre aux questions. Donc, ce patient qui a un TP très bas, une bilirubine très élevée et de l'acide, il a une insuffisance hépatique qui est de toute évidence sévère. Ensuite, une hépatite alcoolique aiguë est probable. Alors c'est vrai que c'est pas très détaillé sur les complications de la cirrhose, l'hépatite alcoolique, et on vous dit simplement que c'est une hépatite où il peut y avoir des hépatalgies, un syndrome inflammatoire de la fièvre. Donc c'est vrai que ce patient, il est en effet très 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 suspect d'avoir une hépatite alcoolique aiguë. L'hépatite alcoolique aiguë, ça survient de manière très brutale pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien chez un patient qui est cirrhotique, qui peut être compensé ou décompensé, et pour une raison qu'on ne connaît pas très bien. Alors, soit il y a eu une augmentation de la consommation d'alcool, soit il y a eu un cofacteur qui peut être un stress, une anesthésie générale, une infection. Eh bien, la réponse inflammatoire devient incontrôlée. Et il y a un infiltrat avec des tas de polynucléaires neutrophiles qui arrivent dans le foie et qui donnent la décompensation ictérique. Et comme le polynucléaire neutrophile est impliqué, ça donne parfois l'hépatalgie. C'est assez rare, mais c'est classique.
et puis très souvent de la fièvre et une décompensation de cirrhose. Donc là, c'est vrai que alors là, le petit truc pas très gentil, c'est que habituellement l'hypertransaminasémie prédomine sur l'azate de manière très typique, mais ça peut parfois prédominer sur l'alate, comme c'est le cas sur ce cas clinique. Mais généralement, ça prédomine sur l'azate. C'était pas très gentil ici de mettre alate. Donc ce patient qui prend de l'alcool, qui fait de manière brutale une décompensation avec une insuffisance hépatocellulaire sévère, avec un peu de fièvre et un syndrome inflammatoire biologique, ça fait en effet envisager en première intention une hépatite liée à l'alcool qui est extrêmement probable. Et là, évidemment, le diagnostic différentiel, c'est l'infection. Et c'est quasiment indistinguable. Le tableau d'hépatite alcoolique aiguë et le tableau de sepsis et de cirrhose décompensée chez un patient qui avait une cirrhose compensée jusque-là. Si ce patient a une infection, quelle qu'elle soit, une pneumopathie, une infection urinaire, une infection d'acide, ça donnera exactement le même tableau avec une bilirubine élevée, avec un TP bas, avec de la fièvre, avec un syndrome inflammatoire biologique. Et la seule façon de distinguer les deux diagnostics, c'est en faveur de l'infection des prélèvements bactériologiques qui sont positifs, une hémoculture positive, des signes d'infection spontanée de liquide acide sur la ponction d'acide, la découverte d'une pneumopathie sur le cliché thoracique, un ECBU positif, et puis le seul critère en faveur de l'hépatite alcoolique, c'est une biopsie hépatique qui montre qu'il y a une hépatite alcoolique. Voilà. Donc, il va falloir absolument des examens complémentaires pour faire la part des choses entre hépatite alcoolique et sepsis du cirrhotique. C'est extrêmement important parce que ça ne se traite pas de la même façon, évidemment. Les corticoïdes pour l'hépatite alcoolique, les antibiotiques pour le sepsis. Et donc, évidemment, donc la fièvre, ça ne signe pas donc, le diagnostic d'infection spontanée de liquide d'acide, puisque l'hépatite alcoolique donne de la fièvre, mais en revanche, une ponction d'acide doit absolument être effectuée. Alors, vous pouvez vous rappeler que tout patient cirrhotique hospitalisé, quelle qu'en soit la cause, avec de l'acide, nécessite une ponction au minimum exploratrice, alors à condition bien sûr que l'acide soit ponctionnable, suffisamment abondante pour être ponctionnée, mais globalement, tout cirrhotique avec de l'acide doit être ponctionné. Voilà, au moins en ponction exploratrice. Donc ici, les réponses justes, c'est bien sûr une cirrhose décompensée. Le A, c'est une hépatite alcoolique et probable, c'est le C. Et il faut absolument, et c'est même une urgence, faire la ponction d'acide. Question ? Alors, si pas de questions, on avance. Donc, vous recevez les résultats de la ponction d'acide. Les neutrophiles sont à 520 par millimètre cube. L'examen bactériologique direct est négatif. Alors, que concluez-vous ? Là, c'est assez clair. Lorsque vous avez des polynucléaires neutrophiles supérieurs à 250 par millimètre cube, ça signe l'infection spontanée de liquide d'acide. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une documentation bactériologique. D'ailleurs, l'examen bactériologique est positif. Un germe pousse dans à peu près 30% des cas. Dans la majorité des cas, vous n'avez pas de documentation bactériologique et vous allez devoir utiliser les critères cytologiques, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles au seuil de 250. Donc là, les critères d'infection de liquide d'acide, ils sont remplis. Donc la réponse B est juste. Vous n'avez pas besoin d'attendre le résultat de la culture bactériologique. Alors après, si vous avez un germe qui pousse le lendemain, très bien, vous allez pouvoir en tenir compte le cas échéant pour adapter l'antibiothérapie. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, le plus souvent, cette culture est négative. Alors la concentration de protéines, non. Donc habituellement, dans la cirrhose, on en reparlera un petit peu plus tard, la concentration de protéines dans l'acide est faible parce que les protéines, l'albumine en particulier, vont avoir du mal à franchir les sinusoïdes qui sont fenestrés, mais en cas de cirrhose, la fibrose va globalement boucher les fenêtres des sinusoïdes, de telle sorte que, contrairement à l'insuffisance cardiaque, par exemple, l'albumine va être incapable ou va avoir des difficultés à sortir des petits vaisseaux intrahépatiques pour se retrouver dans l'espace extracellulaire.
Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans la cirrhose, habituellement, le taux de protéines est bas, alors qu'il est élevé dans d'autres causes, dans l'acide, en dehors de l'hypertension portale. Néanmoins, de temps en temps, dans 10% des cas, la concentration de protéines peut quand même être élevée dans la cirrhose, en particulier à un stade plus débutant, lorsque la fibrose est suffisante pour donner de l'acide, mais insuffisante pour empêcher le passage de l'albumine. Et en aucun cas, une concentration de protéines type est nécessaire pour conclure sur la présence ou l'absence d'une infection spontanée de liquide acide. Et un traitement, une antibiothérapie doit être débuté sans délai. Ben oui, donc là la réponse est oui. C'est absolument une urgence thérapeutique. Et c'est bien indiqué dans votre fiche LISA que le risque, c'est vraiment le décès. Et pour bien fixer les choses, à chaque fois que vous perdez 1 heure pour initier l'antibiothérapie, eh bien vous perdez quelques pourcentages d'espérance de vie. Donc c'est presque aussi urgent qu'une méningite bactérienne. Voilà. Donc c'est vraiment une urgence. Chaque heure perdue a un impact sur la probabilité de survie. C'est pour ça qu'il faut ponctionner, il faut récupérer les résultats rapidement et il faut traiter très rapidement quand vous avez des critères cytologiques d'infection, ce qui est le cas chez ce patient. C'est clair ou questions? Allez, oui, allez-y. Est-ce que on peut avoir une infection du liquide acide sans fièvre? Oui, la réponse est oui. Très souvent, il n'y a pas de symptômes. Donc, les 3 signes les plus fréquemment associés à l'infection spontanée de liquide acide sont 1, la fièvre, 2, les douleurs abdominales, 3, la diarrhée. C'est vraiment 3 signes assez typiques. Mais très souvent, vous n'avez soit aucun symptôme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut faire une ponction d'acide systématique, même s'il n'y a pas de symptômes. Et puis, de temps en temps, c'est simplement une décompensation de la cirrhose. Par exemple, on parlera un petit peu plus tard de l'encéphalopathie hépatique. Quand vous avez une encéphalopathie, vous allez chercher de manière systématique une infection, en particulier infection de liquide d'acide. Voilà, donc globalement, il faut considérer que le patient cirrhotique est immunodéprimé et les signes de sepsis peuvent parfois manquer. Et la fièvre, très souvent, manque. Voilà. Donc quand vous l'avez, c'est un signe en faveur, mais l'absence de fièvre n'élimine pas du tout l'infection d'acide. OK? Merci. Alors, on avance. Le diagnostic d'infection d'acide est finalement confirmé. Ben oui, ça on le savait. Vous débutez un traitement, donc forcément une antibiothérapie. Et le lendemain, vous constatez une insuffisance rénale aiguë avec une créatinine à 240 micromoles par litre. Donc là, quelle est votre conduite diagnostique et thérapeutique? Premièrement, on vous dit c'est probablement une insuffisance rénale organique. En fait, alors c'est toujours possible. Hein. Peut-être qu'il y a une glomérulonéphrite liée aux antibiotiques, liée au sepsis. Peut-être qu'il y a un obstacle. Il va d'ailleurs commencer. On va commencer par une échographie hépatique. Enfin, ça paraît quand même assez peu probable. Est-ce qu'on peut poser le diagnostic de syndrome hépatorénal? Non, là, c'est pas possible. C'est plausible à ce stade, mais on ne peut pas encore conclure à ce diagnostic. Et en effet, il faut faire un test de remplissage. Le traitement diurétique renforcé, certainement pas. La biopsie rénale qui permet de conclure, certainement pas. Donc, c'est vrai que la seule réponse juste, c'est le remplissage à l'albumine. Il faut se rappeler que le syndrome hépatorénal, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc là, vous avez une insuffisance rénale aiguë. Donc, dans un premier temps, vous allez vous demander si cette insuffisance rénale est organique ou fonctionnelle. Donc, organique, vous allez faire une échographie pour voir s'il y a un obstacle, un ECBU, une protéinurie, pour simplifier à l'extrême. Si le CBU est stérile, s'il n'y a pas de protéines dans le sédiment urinaire, s'il n'y a pas d'obstacle, vous en déduisez que c'est fonctionnel. Et le syndrome hépatorénal, c'est une forme spécifique de syndrome d'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est une insuffisance rénale pré-rénale, c'est un défaut de perfusion du rein parce qu'il y a une hypovolémie efficace, mais elle a une particularité, cette insuffisance rénale fonctionnelle, c'est qu'elle ne répond pas au remplissage, parce que ce n'est pas une hypovolémie vraie,
qui pourrait exister s'il y avait eu de la diarrhée, des vomissements, un excès de diurétique par exemple. C'est vraiment une hypovolémie relative ou efficace qui est liée à la vasodilatation du système splanchnique, de telle sorte que si vous remplissez, eh bien, ça ne va pas suffire à restaurer une volémie efficace normale et à restaurer une bonne fonction rénale. Néanmoins, comme il y a une hypovolémie efficace, rajouter des diurétiques serait vraiment pas une bonne idée. Il va falloir quand même essayer de remplir. C'est ce qu'on commence par faire. Et si l'insuffisance rénale, qui n'est pas organique et qui est donc fonctionnelle, et si elle ne répond pas au remplissage à l'albumine, on va considérer que c'est un syndrome hépatorénal. Et là, le traitement, ce sera le traitement par des vasopresseurs, par des vasoconstricteurs. Et seule une très petite minorité des patients nécessite une biopsie rénale pour conclure. Dans le syndrome hépatorénal, le rein est histologiquement normal, donc la biopsie est normale. Question sur le syndrome hépatorénal, où les choses sont claires? Oui, juste en fait, du coup, on fait l'albumine, mais en sachant que ça va pas marcher en fait, parce que c'est quand même très probable que ce soit un syndrome hépatorénal là, du coup. Ouais, c'est une très très bonne question. Donc aujourd'hui, pour l'EDN, vous gardez 48 heures de remplissage à l'albumine. C'est ce qu'on continue de faire, ce sont les recommandations sur la cirrhose, etc. Maintenant, c'est vrai que ça paraît stupide de perdre 48 heures et aujourd'hui, on essaye, c'est ce qu'on fait dans le service, d'évaluer plus finement la volémie des patients en faisant une échographie cardiaque, par exemple, parce que si la volémie des patients est normale, là, on est quasiment sûr que c'est un syndrome hépatorénal, même sans faire l'épreuve de remplissage. Donc aujourd'hui, il faut retenir pour l'EDN qu'il faut faire une épreuve de remplissage. C'est comme ça que c'est fait dans 95% des services hospitaliers dans le monde, des services d'hépatologie, mais probablement que les choses vont être amenées à changer et que l'idée, ce serait de faire un diagnostic plus précoce sans passer par cette étape de remplissage. Et l'idée générale, ce serait évaluer la volémie. Si la volémie est basse et fonctionnelle, on remplit. Si la volémie est normale, c'est un syndrome hépatorénal et on donne un vasopresseur. Voilà, mais ça, c'est encore précurseur, on va dire, comme attitude. Et on reste quand même avec l'étape de remplissage parce que dans certains cas, quand même, il y a des patients qui réellement sont hypovolémiques. Généralement, ils ont eu des diurétiques ou ils ont eu de la diarrhée. Mais je viens de vous le dire, la diarrhée est un signe fréquent dans l'infection d'acide, ou ils ont eu des vomissements pour telle ou telle raison. Donc voilà, entre diarrhée, vomissement et puis excès de diurétique, on a aussi des patients qui sont réellement en insuffisance rénale fonctionnelle et dont la fonction rénale se restaure avec le remplissage à l'albumine. C'est pour ça que ça vaut quand même le coup. Mais c'est vrai qu'un diagnostic plus précoce sera dans le futur, ce sera utile de faire plus précocement les diagnostics. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on en reste à cette épreuve de remplissage 48 heures. Elle reste indispensable, elle fait partie des critères diagnostiques. OK ? D'accord, merci. Alors, on arrive à la fin. Donc, il a fait déjà plusieurs complications, ce patient, et on le retrouve bradypsychique, on le retrouve avec un flapping trémor, une ammoniémie élevée. Donc, je vous fais les propositions suivantes. C'est une encéphalopathie hépatique, ben oui, là, ça paraît évident. Il a un flapping trémor, donc ça veut dire qu'il a une encéphalopathie de grade 2. Vous vous rappelez la classification de Westhaven. Le 0, c'est l'encéphalopathie minimale qui ne se diagnostique pas à l'examen clinique, sauf à faire des tests psychométriques, dont le plus simple est le test d'énumération des animaux. Le grade 1, c'est la bradypsychie. Le grade 2, c'est le flapping trémor. Le grade 3, c'est la confusion. Et il n'y a plus de flapping. Et le grade 4, c'est le coma. Donc là, il a un flapping trémor. En plus, il y a une ammoniémie élevée. Il ne fait vraiment pas de doute qu'il a une encéphalopathie hépatique. Donc le A est juste. L'infection liquide d'acide a pu être un facteur déclenchant de l'épisode. La réponse est oui. On sait que l'infection et, on va dire, l'orage cytokinique qui accompagne l'infection va être un second hit pour le neurone et va sensibiliser le neurone à l'action toxique de l'ammoniémie, de telle sorte que dans une atmosphère pro-inflammatoire, un neurone qui pourrait peut-être supporter 100 micromoles par litre d'ammoniémie
va plus le supporter dans un contexte pro-inflammatoire et va se mettre à dysfonctionner, déclenchant l'encéphalopathie. C'est pour ça que le sepsis est un facteur déclenchant, c'est vraiment ce qu'on appelle un facteur d'agression cérébrale. Il va diminuer le seuil de toxicité de l'ammoniémie. Donc le B, c'est juste. L'insuffisance rénale, c'est un cofacteur qui va faire grimper l'ammoniémie, l'insuffisance rénale. Donc le C est juste. Vous recherchez de manière systématique une hémorragie digestive, la réponse est oui, parce que ce patient, voilà qu'il a. Donc on sait déjà qu'il a de l'hypertension portale, c'était le cas au tout début du dossier. On sait qu'il a déjà fait plusieurs complications avec une hépatite alcoolique, une infection d'acide, une encéphalopathie hépatique. Eh bien, très souvent, les complications arrivent de manière synchrone et il faut chercher de manière systématique une hémorragie digestive, ce d'autant que l'hémorragie digestive va donner un excès de protéines dans le tube digestif qui va conduire, dans le catabolisme, va conduire à un accroissement de la production d'ammoniac. Donc, quand il y a une hémorragie digestive, il y a une hyperammoniémie et c'est également un facteur déclenchant habituel de l'encéphalopathie hépatique. Voilà, donc tout ça, c'est juste. Le A est juste, le B est juste, le C est juste, le D est juste, et dans la majorité des cas, on retrouve un facteur déclenchant, même si dans certains cas, c'est une minorité, il n'y a pas de facteur déclenchant identifié. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Où est-ce qu'on est bon ? Alors, si on est bon, on va passer. Excusez-moi. Ouais. Déjà, je crois qu'il y a des questions dans le chat. Et ensuite, pourquoi la constipation est un facteur déclenchant d'encéphalopathie ? Alors, la constipation est un facteur déclenchant de l'encéphalopathie. Ah oui, il y a plusieurs trucs. La constipation est un facteur d'encéphalopathie parce qu'il y a une stagnation des selles et ce sont les bactéries qui vont produire l'ammoniac en partant des protéines fécales. Donc, c'est pour ça que le traitement, c'est le lactulose qui va d'une part acidifier le pH dans les selles et qui va d'autre part et surtout accélérer le transit. Et donc, il y aura un temps de contact moins important et les bactéries ne vont pas pouvoir produire de l'ammoniac parce que le temps de transit sera accéléré. Donc ça, c'est pour ça que la constipation donne de l'encéphalopathie. Ça introduit une hyperammoniémie. Donc insuffisance rénale, conséquence, c'est pas un facteur déclenchant. Alors l'insuffisance rénale est une conséquence du sepsis, de l'infection d'acide, et un facteur déclenchant de l'encéphalopathie hépatique. Voilà. Alors, ça rejoint la question précédente sur la vasodilatation splanchnique. Les patients cirrhotiques décompensés, de manière directement corrélée au degré d'insuffisance hépatocellulaire, ont une vasodilatation splanchnique. C'est lié à des désordres, à une hyper-expression périphérique de NO, de protoxyde d'azote, pour des raisons qui ne sont pas très claires. Il y a des dérégulations. Mais le fait est que dans la cirrhose décompensée, les patients sont tachycardes, ont un débit cardiaque accéléré, ont une réduction des résistances vasculaires périphériques et il y a une vasodilatation splanchnique. Et quand on rajoute à cet état de base cirrhotique un sepsis, rappelez-vous que le sepsis, rappelez-vous par exemple la phase chaude du choc septique, et bien à ce moment-là, dans la phase chaude du choc septique, ça donne une vasodilatation splanchnique. Donc le sepsis va rajouter une couche de vasodilatation. C'est la raison pour laquelle le sepsis, très souvent, est un facteur déclenchant de l'insuffisance rénale par syndrome hépatorénal, parce qu'on va avoir un excès de vasodilatation qui va induire une hypovolémie efficace. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut proposer la transplantation hépatique ? C'est vrai que le syndrome hépatorénal, ce n'est pas de très bon pronostic. Il y a quand même des patients qui répondent aux vasopresseurs. Donc, quand on a... Alors, c'est vrai que c'est marqué dans beaucoup de bouquins que c'est extrêmement sévère, le syndrome hépatorénal. Ça reste sévère, néanmoins,
lorsqu'il existe d'une part un facteur déclenchant, d'autre part une réponse au vasoconstricteur, on peut retourner à un état de fonction rénale normale, mais en cas de non-réponse, en effet, au vasoconstricteur, ça témoigne vraiment d'une insuffisance hépatocellulaire très sévère et c'est en effet une indication de transplantation hépatique chez des patients qui sont éligibles, sachant que pour être éligible, il faut globalement être sevré sur le plan de l'alcool, à quelques exceptions près, une des exceptions étant l'hépatite alcoolique corticorésistance. Et là, pour finir, bah oui, ça c'est ce que je disais, pour confirmer le diagnostic du syndrome hépatorénal, est-on obligé de tenter un remplissage avant de conclure? Ben voilà, ça on en a déjà parlé, la réponse est oui. Alors, je vous propose de passer au deuxième cas clinique. Donc là encore, on va reprendre ces différences, ça va permettre de bien clarifier les choses parce qu'il y a des choses qui vont se recouper. Donc, c'est un patient qui a 62 ans, que vous voyez aux urgences pour une confusion. Il n'a pas de suivi médical, il est en invalidité suite à un accident de travail. Il ne prend pas de traitement, il est à 40 grammes d'alcool par jour, c'est moins que son voisin, mais c'est toujours suffisant pour donner une maladie chronique du foie et une cirrhose. Vous retrouvez un ictère, une circulation collatérale abdominale, une ascite, une érythrose palmaire, un foie barre tranchant, un flapping trémor. Il est à 36, la pression artérielle est à 12,7, le pouls 76, l'ammoniémie est élevée et le scanner cérébral qu'il était probablement prudent de faire au moins au premier épisode d'encéphalopathie hépatique, puisque le diagnostic différentiel avec l'hématome intracrânien, même s'il existe un flapping, n'est pas toujours facile. Là, vous avez ce patient qui a un flapping trémor et une hyperammoniémie et un scanner cérébral normal. Donc là, on vous demande ce que c'est. Là, c'est vraiment très simple. C'est forcément une encéphalopathie hépatique, c'est-à-dire que quand vous avez le flapping, c'est quand même très spécifique, le flapping. Alors, dans l'encéphalopathie hépatique métabolique d'origine rénale et non hépatique, on peut aussi avoir un flapping. Mais chez un patient ici qui a un ictère et qui est suspect d'avoir une maladie du foie, quand vous avez un flapping, vous savez déjà que vous avez une encéphalopathie. Vous rajoutez une hyperammoniémie. Alors, l'hyperammoniémie, c'est pas d'une spécificité absolue, mais quand elle est élevée, c'est quand même un signe en faveur d'une encéphalopathie hépatique. À l'inverse, ça a une assez bonne valeur prédictive négative. Si vous avez un patient qui est hospitalisé pour des troubles du comportement, de la conscience, etc., qui est cirrhotique et qui a une ammoniémie normale, là, il va falloir rechercher autre chose que l'encéphalopathie hépatique. Donc là, la spécificité n'est pas très bonne, néanmoins, elle est élevée, c'est un critère diagnostique supplémentaire. Et là, on vous dit en plus que le scanner cérébral est normal. Donc là, il y a vraiment une seule réponse possible, qui est l'encéphalopathie hépatique. Et pour la question 2, bah là, ça recoupe ce que l'on disait tout à l'heure, mais ça permet d'aller un petit peu plus loin et de bien fixer les choses. Donc, je vous ai dit à l'instant que de temps en temps, on ne retrouvait pas de facteur déclenchant ou précipitant, mais dans la majorité des cas, on retrouve au moins un et même parfois plusieurs facteurs déclenchants, dont les plus fréquents sont l'infection, quelle qu'elle soit, donc spontanée de liquide d'acide, ça on l'a déjà dit, la pneumopathie, c'est tout à fait juste, mais ça peut être aussi une infection urinaire, enfin quelle que soit l'infection, hein, toutes les infections, même si celle d'acide est la plus connue et la plus classique, et toutes les infections peuvent déclencher par c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, cette histoire de facteurs d'agression cérébrale. L'hémorragie digestive, on en a déjà parlé, donc ça compte également. Alors l'insomnie, c'est pas comme l'épilepsie, où l'insomnie déclenche une épilepsie. En revanche, l'insomnie et l'inversion du rythme nictéméral, ça peut être un signe clinique d'encéphalopathie hépatique au grade 1 de Westhaven. Mais ce n'est pas l'insomnie qui va déclencher l'encéphalopathie hépatique, c'est l'encéphalopathie qui va déclencher l'insomnie. L'hypertension portale, c'était un distracteur. Et les autres facteurs déclenchants qu'il faut rechercher. Donc, c'est vrai qu'il y a la constipation dont on a déjà dit un petit mot, l'insuffisance rénale, l'hyponatrémie, l'hypernatrémie, l'hyperkaliémie. Tous ces sont des facteurs déclenchants, de même que la prise de médicaments neurosédatifs, une benzodiazépine en particulier. Tout ça sont des facteurs déclenchants potentiels qu'il faut rechercher de manière systématique. Question ? Donc, chez ce patient, le traitement, c'est le lactulose
et on en a déjà parlé. Le lactulose a deux propriétés. Un, il va accélérer le transit et donner moins de temps aux bactéries intestinales, au microbiote, de produire de l'ammoniac par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur du côlon. Et puis, il y a également une autre propriété qui est celle d'acidifier les selles. Et l'acidification des selles va modifier le microbiote. Et en modifiant le microbiote, on va également baisser la production intestinale d'ammoniac. Donc, la bonne réponse, c'était le lactulose, qui reste le traitement à utiliser en première intention en cas d'encéphalopathie hépatique. Alors, ici, la ponction d'acide, ça va permettre vraiment de bien enfoncer le clou. Les protéines sont à 16 grammes. Il y a 560 éléments blancs, dont 88% de polynucléaires neutrophiles. L'examen bactériologique est négatif. Et là, très clairement, c'est comme tout à l'heure, en fait. Vous retenez le diagnostic d'infection spontanée de liquide acide et vous débutez une antibiothérapie en urgence. Alors, j'en profite pour réexpliquer ce que c'est que la bactérie acyti, puisque c'était ce que je vous proposais en réponse D. La bactérie acyti, c'est l'inverse. De temps en temps, vous avez des éléments blancs qui sont à moins de 250 par millimètre cube. Donc, vous vous dites, impeccable, on n'a pas de signe d'infection. Mais vous avez un examen bactériologique, alors soit direct, soit à la culture. Bon, le plus souvent, c'est la culture. C'est exceptionnel que le direct soit positif. Mais bref, vous avez un examen bactériologique qui est positif. Et alors là, on est très embêté et on se dit, infection ou pas infection? Et en fait, ça, c'est ce qui s'appelle une bactérie acyti. Ce n'est pas une infection spontanée de liquide d'acide. Et dans cette situation, vous allez contrôler immédiatement la ponction d'acide. Et si vous retrouvez le même germe une deuxième fois, là, vous allez conclure à l'infection spontanée de liquide d'acide et la traiter comme telle. Puis il y a une deuxième situation où vous allez malgré tout traiter, même si vous n'avez pas les 250, c'est lorsque vous avez des symptômes. Et on parlait tout à l'heure de la fièvre ou des douleurs abdominales ou de la diarrhée. Lorsque vous avez ce type de symptômes et que vous avez une bactérie acyti, à ce moment-là, vous dites, même si je n'atteins pas les 560 éléments blancs, les 250 éléments blancs, eh bien à ce moment-là, vous retenez le diagnostic d'infection de liquide d'acide probable et vous débutez une antibiothérapie en urgence. Voilà, donc ça c'est le petit laïus sur la bactérie acyti qui se prête bien à des QCM en question isolée ou en dossier progressif. Enfin, ici, ce n'était pas le cas. C'était bien sûr, comme tout à l'heure, une infection spontanée de liquide acide nécessitant une antibiothérapie en urgence. Alors, vous revoyez l'ensemble du bilan biologique. Le TP est à 34%, la bilirubine à 200, l'albumine à 22 grammes par litre, plaquettes à 76, natrémie à 130, créate à 186. Il y a une oligurie, le CBU est stérile, il n'y a pas de protéinurie, pas d'obstacle sur les voies urinaires. Écoutez, là, c'est à nouveau, comme tout à l'heure, on en a abondamment parlé. Vous suspectez très fortement un syndrome hépatorénal et vous allez débuter un remplissage vasculaire par de l'albumine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de correction par le remplissage, vous déduisez qu'il existe un syndrome hépatorénal. Alors, je pense que vous n'avez pas encore fait la néphrologie, mais quand vous ferez la néphrologie, vous apprendrez un truc qui s'appelle la nécrose tubulaire aiguë, qui est une complication rénale qui survient lorsqu'il existe une insuffisance rénale fonctionnelle dont la durée est trop prolongée ou dont l'intensité est trop forte. C'est ce qu'on observe par exemple lorsqu'on a fait un choc hypovolémique qui a duré longtemps, qui a mis du temps à être corrigé. Eh bien, dans ces cas-là, on peut avoir des lésions histologiques rénales sous la forme d'une nécrose des tubules qui va donner une insuffisance rénale aiguë qui va durer pendant plusieurs semaines avant d'être... il y a une restitution ensuite, une cicatrisation des tubules et ça guérit tout seul. Et donc, il y a une situation pour laquelle on peut être embêté lors de l'insuffisance rénale aiguë du cirrhotique, c'est la discrimination entre un syndrome hépatorénal, qui est donc une insuffisance rénale fonctionnelle qui ne répond pas au remplissage, et puis une nécrose tubulaire aiguë, qui est une insuffisance rénale fonctionnelle qui également ne répond pas au remplissage parce qu'elle a trop
duré et il y a eu donc ces lésions histologiques. Bon, en réalité, c'est pas si compliqué que ça de discriminer les deux situations cliniques parce que dans la nécrose tubulaire aiguë, vous avez souvent quelque chose qui a été assez bruyant, un patient qui est resté choqué pendant plusieurs heures, et donc le diagnostic est souvent évident. Mais ce sont quand même deux diagnostics différentiels qui parfois peuvent poser un certain nombre de problèmes. Et ensuite, le E, une transplantation rénale devrait être envisagée si le diagnostic du syndrome hépatorénal se confirme. La réponse est non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le syndrome hépatorénal, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Le rein est histologiquement normal. Et donc, ce qui se discute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la transplantation hépatique. Mais il n'y a pas de nécessité d'envisager une transplantation rénale. C'est avec un nouveau foie et une restauration de la fonction hépatocellulaire, la fonction rénale va se corriger de manière automatique lorsque le diagnostic est celui d'un syndrome hépatorénal. Alors, ce patient, on va retourner sur l'hypertension portale. Donc, ce patient, il est clairement décompensé. Il est même child C, comme tout à l'heure. Vous voyez que le TP est très bas, la bilirubine est très élevée, l'albumine est très basse. Il a même un syndrome hépatorénal. Et donc là, que faites-vous sur la nécessité d'un traitement prophylactique? Est-ce qu'on fait une mesure de l'élasticité par fibroscan? Est-ce qu'on fait une endoscopie en première intention? Est-ce qu'on donne en systématique des bêta-bloquants? Est-ce qu'on traite uniquement en cas de varices à risque? Ou est-ce qu'on met en place un TIPS? Eh bien, le message que je voulais vous faire passer ici, c'est que autant au stade de cirrhose compensée, on commence toujours par regarder les plaquettes et l'élastométrie, puis ensuite on voit si on fait une fibroscopie. Autant dans la cirrhose décompensée, on ne passe pas par cette étape d'élastométrie hépatique qui, de toute façon, le plus souvent n'est pas possible en raison de l'acide. Quand on a une acide, c'est un échec technique le plus souvent du fibroscan. Eh bien, à ce moment-là, on revient avec la réalisation systématique d'une endoscopie de dépistage. Et en cas de varices à risque, eh bien, on débute un traitement prophylactique qui, en première intention, est constitué par les bêta-bloquants. Et en cas d'intolérance ou de contre-indication ou en cas de refus du patient, eh bien, les ligatures sont également acceptées comme étant un traitement prophylactique en prophylaxie primaire de la rupture de varices ésophagiennes. Donc, on peut retenir que le traitement en prophylaxie primaire de la rupture de varices ésophagiennes, il s'applique chez des patients qui ont des varices à risque, donc moyennes ou larges, et avec deux options possibles, les bêta-bloquants ou les ligatures. Et si vous avez un QCM du type meilleure réponse, one best answer, et que vous avez bêta-bloquant et ligature, c'est plutôt bêta-bloquant que ligature à chaque fois qu'on le peut. Mais dans les traitements acceptés, la ligature est également acceptée en prophylaxie primaire. En prophylaxie primaire, on ne fait pas de combinaison bêta-bloquant plus ligature. Cette combinaison, elle est réservée à la prophylaxie secondaire. Question? Donc, sur l'infection de liquide d'acide, je vois on met quoi comme antibiothérapie? Alors, je vais répondre. Quelqu'un a répondu céphotaxime ou acide clavulanique, pourquoi pas? Alors, c'est pas dans la fiche LISA, c'est antibiothérapie qui compte. Ensuite, le meilleur traitement, c'est vraiment une céphalosporine de 3e génération, voir si c'est une infection qui survient chez un patient hospitalisé ou qui a régulièrement des soins, ça veut dire nosocomial ou lié aux soins, c'est de la tazocilline. Voilà, c'est tazobactam acide clavulanique. Et il n'y a plus vraiment de place pour l'augmentin dans l'infection spontanée de liquide acide. En première intention, si on vous demandait les types d'antibiothérapie, ce qui ne serait pas très sympa vu que ce n'est pas dans votre fiche LISA, mais à ce moment-là, il faut répondre C3G, voire tazo, si c'est lié aux soins ou nosocomial. Alors, ici,
Vous vous interrogez sur l'étiologie de la cirrhose car celle-ci ne vous semble pas évidente. Alors, je vous propose plusieurs choses. La recherche d'une étiologie au stade de cirrhose compensée est peu utile. En fait, c'est faux parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le stade de la cirrhose, ou même avant même le stade de la cirrhose, chez un patient porteur d'une hépatopathie chronique, il est toujours utile d'identifier la cause de la cirrhose et quasiment toujours utile de la traiter. C'est-à-dire que si on traite précocement avant la cirrhose, l'objectif va être d'éviter l'apparition de la cirrhose. Si la cirrhose est déjà installée et qu'elle est au stade compensé, l'objectif, ça va être d'éviter l'évolution vers la cirrhose décompensée, voire de faire disparaître la cirrhose, ce qui est partiellement possible. En tout cas, on peut faire régresser la fibrose. Et puis, au stade de cirrhose décompensée, on pourrait dire c'est foutu, au stade de cirrhose décompensée, seule la transplantation hépatique va permettre d'améliorer le pronostic, mais on sait, et c'est maintenant totalement prouvé, qu'on est capable de repasser du stade de décompensé au stade compensé, ce qu'on appelle le concept de recompensation de la cirrhose. Donc, en dehors de cas très particuliers de cirrhose extrêmement avancée, Child C15, MELD 40, il y a parfois un point de non-retour au-delà duquel traiter la cause de la cirrhose va devenir futile parce que vraiment c'est tellement avancé que seule la transplantation hépatique pourra changer le pronostic. Mais pendant très longtemps, et même au stade de cirrhose décompensée, ça vaut le coup de proposer un traitement étiologique qui va permettre de recompenser dans certains cas la cirrhose et d'éviter la transplantation. Donc ça peut être un traitement d'une hépatite B ou d'une hépatite C, ça peut être le sevrage bien entendu pour l'alcool, ça peut être une corticothérapie pour l'hépatite alcoolique ou pour l'hépatite auto-immune, ça peut être de la dépénicillamine pour une maladie de Wilson. Bref, on a un certain nombre de traitements qui sont possibles et qui peuvent être utilisés pour essayer de recompenser la cirrhose. Ensuite, le B, une cirrhose liée à l'alcool est plausible. Oui, à nouveau, le seuil, il est extrêmement bas. Retenez ce seuil de l'OMS, 100 grammes semaine. Au-delà de 100 grammes semaine, on peut faire une cirrhose. Donc, même avec une consommation, autrefois, on disait, allez, 30 grammes, 3 verres chez un homme, c'est bon. En fait, ça peut tout à fait suffire à donner une cirrhose. 30 grammes chez un homme, alors évidemment, il faut probablement des facteurs de prédisposition génétique surajoutés, mais ça peut tout à fait suffire. Ensuite, les hépatites B et C, on l'a déjà dit, l'hyperferritinémie, on l'a déjà dit, le syndrome métabolique, on l'a déjà dit. Donc les bonnes réponses sont B, C, D et E. Alors, je regarde si... Alors, dans tous les cas, même si le seul traitement... Alors, on va parler du TIPS. Alors, on va répondre sur les deux questions. Donc, Eva demande, même si le seul traitement est la transplantation, ça vaut le coup de traiter la cause pour qu'il ne refasse pas une cirrhose sur son nouveau foie. Non. Bon. Alors, donc le problème là, c'est la problématique de la récidive de la maladie initiale sur greffon, qui est le cas chez à peu près 20% des patients. Le problème, c'est que ça marche pas toujours. Donc, c'est sûr que tout dépend de l'étiologie. Si on a, par exemple, de l'alcool, bien sûr, l'objectif d'être sevré avant la transplantation, je suis d'accord, ça va être à la fois essayer d'éviter la transplantation et également, si le patient n'est pas capable de se sevrer au moment de la cirrhose décompensée, il est très peu probable qu'il soit capable de se sevrer après la transplantation. Donc là, la cirrhose sur le nouveau foie, en effet, on exige pour cette raison un sevrage, même si la durée, autrefois on disait 6 mois systématique, aujourd'hui on dit plus 6 mois systématique, mais ça justifie en effet que l'on obtienne le sevrage avant la transplantation. Maintenant, alors le virus B ou le virus C, c'est la même chose, mais si on a besoin de transplanter très rapidement, rien n'empêche de traiter après la transplantation l'hépatite virale. Donc ça, c'est du cas par cas. Et puis, si on prend l'auto-immunité, par exemple, le fait de traiter avant ne va pas du tout influencer l'existence ou pas d'une récidive de l'auto-immunité après la transplantation. Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas. Alors, les indications d'un TIPS.
Alors, le TIPS, c'est vraiment un traitement de l'hypertension portale. Donc, il y a 2 indications du TIPS. La première indication, c'est l'hémorragie digestive, soit lorsqu'elle est réfractaire, c'est-à-dire que le traitement, on va en parler dans quelques instants, sur le 3e cas clinique, on n'a pas réussi à faire l'hémostase endoscopique, soit qu'on considère que le risque de récidive est extrêmement élevé, c'est ce qu'on appelle le TIPS préemptif, mais ça, on va en parler dans un tout petit instant. Et puis la deuxième grande indication du TIPS, c'est l'acide réfractaire. Donc l'acide réfractaire, on a plusieurs options thérapeutiques qui sont possibles. Les ponctions d'acide itératives, ça c'est une option, mais c'est pas la meilleure parce que les patients progressivement se dénutrissent, font des complications, font des sepsis et ont une espérance de vie globalement de 2 ans. Donc c'est pas une très bonne, c'est une option possible et on l'a fait quand on peut pas faire autrement. Et puis il y a 2 autres options thérapeutiques en cas d'acide réfractaire. Un, c'est la transplantation hépatique de le TIPS. Et ça se distribue comment? De manière assez simple. Lorsque la fonction hépatique est préservée, on met le TIPS. Quand la fonction hépatique est altérée, on fait une transplantation. Donc, pour simplifier à l'extrême, mais déjà, si vous savez ça, ce sera amplement suffisant pour vos examens d'ADN. Acide réfractaire Child B, TIPS. Acide réfractaire Child C, transplantation. Voilà. Donc, c'est globalement ça. Fonction hépatique préservée, pas préservée. Alors, est-ce qu'une cirrhose ne donne pas une hyperféritinémie sans que l'étiologie soit forcément une hémochromatose? Alors, c'est tout à fait juste, ça. Lorsqu'on a une insuffisance hépatocellulaire, on a premièrement une élévation du coefficient de saturation de la transférine pour une situation très simple, c'est que la transférine est produite par le foie. Donc, quand vous avez une insuffisance hépatocellulaire, vous avez un déficit de transférine. Donc, comme il y a moins de transférine, les quelques protéines de transférine qui se baladent sont sursaturées par rapport à une concentration normale de transférine. Donc, en effet, quand on a une insuffisance hépatocellulaire, on a un coefficient de saturation de la transférine qui est élevé. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a pas mal de raisons. Assez souvent dans la cirrhose, on peut avoir de manière associée une hyperféritinémie, soit en raison de la cause de la cirrhose, l'alcool et le syndrome métabolique donnent une hyperféritinémie. On aura tout à l'heure un KFP sur l'hyperféritinémie. Ou alors les patients peuvent être infectés, avoir un syndrome inflammatoire biologique. Bref, il y a beaucoup de situations où il y a une élévation de la ferritine. Alors après, est-ce que ça en fait une réponse fausse? C'est sûr que la spécificité de la combinaison hyperféritinémie, coefficient de saturation de la transférine est moindre. Mais bon, voilà. Donc là, je l'avais quand même compté juste ici. On arrive aux questions où il n'y a pas de réponse tout à fait formelle. Alors, on va avancer. Hop. Alors, on va partager. Hop. Le 3e cas clinique. Alors, vous êtes de garde aux urgences, vous recevez un homme de 56 ans, porteur d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle, pas fumeur, encore un qui prend de l'alcool, il a fait un malaise sur la voie publique, il décrit depuis 24 heures des selles noires et nauséabondes. À son arrivée, hématémèse de grande abondance, il est pâle, pression artérielle à 92,67, poids à 122 et hémoglobine sur sang capillaire à 93 grammes par litre. Alors, quelle est votre attitude immédiate? Donc, c'est un rang B. Donc, là, il y a une hématémèse, c'est assez vite vu. Vous êtes sûr à 100% que c'est une hémorragie digestive haute, donc ça, c'est réglé. Donc, haute et basse, en fait, c'est l'extériorisation qui peut être haute ou basse. Donc, haute, c'est l'hématémèse, basse, il y a 3 options, le méléna, l'hématochésie et la rectorragie. Mais l'hémorragie, elle est soit haute, soit basse. Il est quand même extrêmement peu probable d'avoir à la fois de manière concomitante une hémorragie haute et basse. Donc, le B, c'est faux.
Ensuite, vous recherchez une prise d'aspirine ou d'AINS. Ça, la réponse est oui. De manière systématique, il faut rechercher une prise d'aspirine ou d'AINS, sachant que la cause numéro 1 d'hémorragie digestive haute, ce sont les ulcères gastro-duodénaux, et que l'aspirine ou les AINS peuvent être des facteurs déclenchants de l'hémorragie digestive des ulcères gastro-duodénaux préexistants. Mais ce qui est intéressant également, c'est que les varices de l'œsophage, lorsqu'elles saignent, on sait que les AINS, par le biais des érosions muqueuses qu'elles peuvent introduire, peuvent être un facteur déclenchant de la rupture de varices ésophagiennes. Bref, quand vous avez une hémorragie digestive, vous recherchez toujours une prise d'aspirine ou d'AINS. Vous recherchez une prise anticoagulant, on le fait de manière systématique également. Et vous recherchez des signes cliniques de cirrhose, la réponse est oui. Peut-être que vous n'avez pas que ça à faire chez ce patient qui a l'air d'être choqué, puisqu'il est tachycarde, hypotendu, il vient de faire une hématémèse de grande abondance, il est pâle, donc il va falloir vous en occuper. Ça fait un très très bon sujet d'écos, par exemple. Donc on pourrait dire, là, rechercher des signes cliniques de cirrhose, c'est vraiment pas l'urgence. Pourtant, il faut absolument le faire parce qu'on va voir un tout petit peu plus tard que ça va changer. Si ce patient a des signes cliniques de cirrhose, ça va changer sa prise en charge en urgence. Donc, les érythroses palmaires, les angiomes stellaires, les ongles blancs, la circulation collatérale abdominale, tout ça, vous allez le faire très vite, mais il va falloir rechercher ces signes cliniques de cirrhose. Alors, donc la question 2, vous apprenez que le patient prend depuis 3 jours des AINS en raison de lombalgie, et puis à l'examen clinique, il y a une circulation collatérale abdominale, donc les deux hypothèses. Bon, à vrai dire, la diverticulose colique, là vous l'éliminez puisqu'on sait qu'on est dans le cadre d'une hémorragie haute, donc ça ne peut pas être ça. Le cancer de l'estomac, ça aurait pu être ça, de même que l'œsophagite peptique, mais là, on vous demande les 2 principales hypothèses diagnostiques et par ordre de fréquence, à nouveau, les 2 hypothèses diagnostiques, indépendamment de toute donnée d'interrogatoire, sont l'ulcère et l'hypertension portale. Et là, on vous dit en plus qu'il y a de l'alcool, qu'il y a des AINS, qu'il y a une circulation collatérale abdominale. Donc là, il n'y a vraiment plus aucun doute. La rupture de varices et l'ulcère gastro-duodénal sont de loin les 2 hypothèses les plus probables. Alors, donc là, ce sont les mesures thérapeutiques à prendre en urgence. Donc là, bien sûr, l'hospitalisation aux soins intensifs, ça, c'est une certitude, il faut le faire. Alors, la transfusion immédiate de culot, c'est vrai que c'est tentant parce que vous vous dites, tiens, ce patient, il est quand même choqué. Il est à 92 de pression artérielle, 122 de pouls, et vous vous dites, il va falloir absolument le remplir et le transfuser. Mais on sait, là, il y a beaucoup de données là-dessus, que la surtransfusion sanguine est délétère dans l'hémorragie digestive en général et dans la rupture de varices ésophagiennes en particulier, parce qu'en augmentant la volémie, vous allez augmenter la pression et le degré d'hypertension portale et vous allez maintenir une hyperpression dans les varices ésophagiennes et ça va être associé à un risque de récidive hémorragique et de surmortalité. Donc même si c'est tentant, dans un premier temps, on va se contenter d'un remplissage vasculaire, puis on va voir ce que ça va donner. Alors c'est sûr que si le remplissage vasculaire ne suffit pas et que l'hémoglobine arrive quelques minutes plus tard et est descendue de 93 à 56 grammes par litre, là il faudra bien sûr transfuser. La bonne cible transfusionnelle, c'est d'obtenir une hémoglobine entre 70 et 80 grammes par litre, voire 90 grammes si le patient est coronarien. Mais attention à la surtransfusion. Donc ici, à ce stade, il faut vraiment le remplir. Et puis, alors truc très important, tout à l'heure, je vous ai dit signe clinique de cirrhose. Chez un patient qui est suspect d'être cirrhotique, donc là, vous avez l'alcool et s'il a des signes cliniques de cirrhose ou s'il est connu pour avoir une cirrhose, ce patient, il va falloir débuter très précocement, même avant l'hospitalisation, si vous êtes dans l'ambulance du SAMU, vous allez démarrer un traitement vasoactif par somastostatine, terlipressine ou octréotide, comme vous voulez, mais un traitement qui va baisser directement l'hypertension portale. Et puis le traitement par IPP, dans la fiche LISA,
il est mentionné que vous pouvez débuter des IPP. À ce stade, vous ne savez pas encore très bien si c'est une rupture de varices ésophagienne ou si c'est un ulcère. Donc, il faut donner le traitement médical maximal. Vous avez une forte suspicion de cirrhose, donc vous débutez le traitement vasoactif. Vous avez une notion d'AINS, et même si vous n'aviez pas la notion d'AINS, dans la mesure où dans plus de 50% des cas, c'est un ulcère, la cause de l'hémorragie digestive haute, vous démarrez des IPP. Il sera temps de voir ce que vous ferez en fonction du diagnostic. Alors, je vois qu'il n'y a rien sur le chat. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si la réponse est non, on continue. Alors, l'évolution hémodynamique est favorable après remplissage. Vous recevez son bilan biologique. L'hémoglobine est finalement restée à 95 grammes par litre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, transfusion sanguine, là, je viens de vous répondre, c'est non. Le scanner, il n'y a pas vraiment d'indication de scanner, il n'y en a même pas du tout dans l'hémorragie digestive haute. Il peut y en avoir dans les hémorragies basses en cas d'instabilité hémodynamique. Donc, tout ça, c'est bien expliqué sur la fiche LISA. La coloscopie, ça, c'est quand c'est une hémorragie digestive basse ou lorsque on a du méléna et que la gastroscopie est normale. Donc là, vous vous dites, attention, peut-être que c'était une hémorragie digestive basse qui s'est extériorisée sous forme de méléna. Ensuite, bien sûr, donc là, on n'en est pas à ce stade, puisque là, il y a une hématémèse, donc on sait que c'est haut, et puis du méléna, on commence jamais par une coloscopie, on commence toujours par une gastroscopie. Donc, il va falloir faire, en effet, une endoscopie digestive haute, en urgence, en tout état de cause, dans les 12 heures qui suivent l'arrivée du patient. Et pour peu que le QT ne soit pas long, il faut faire quand même un électrocardiogramme. Il faudra faire une injection d'érythromycine IV pour vider l'estomac et permettre à l'endoscopiste de travailler dans de bonnes conditions. Autrefois, on mettait une sonde gastrique, on ne le fait plus, on vide l'estomac à l'aide de la perf d'érythromycine. On est bon? Question? On a l'air d'être bon. Alors, l'endoscopie digestive haute montre des varices de grande taille avec des signes rouges, mais il n'y a pas d'hémorragie active. Alors là, je vous demande les propositions vraies. Donc, hémostase par ligature, la réponse est oui. Une endoscopie dans l'hémorragie digestive, vous la faites pour deux choses. Un, pour avoir le diagnostic, deux, pour faire le traitement. Et dans l'immense majorité des cas, il y a des traitements hémostatiques qui sont possibles avec l'endoscope. Et la ligature endoscopique, c'est le traitement hémostatique de choix lorsque le diagnostic est celui d'une rupture de varices ésophagienne. Le traitement vasoactif, oui, il faut le poursuivre. Alors le C, c'est assez difficile, ça, et c'est plutôt contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire, bon, ça fera jamais de mal de mettre un traitement anti-ulcéreux, mais il faut vraiment pas le mettre, la poursuite des IPP, parce qu'on sait aujourd'hui que chez le patient cirrhotique, en modifiant le microbiote intestinal, on favorise l'encéphalopathie hépatique, de telle sorte que lorsqu'on sait que le diagnostic est une hypertension portale et pas un ulcère, il faut arrêter les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc on continue le traitement vasoactif pour une durée de 5 jours au total, mais on arrête les IPP. Les IPP, on les aurait poursuivis uniquement s'il y avait eu un ulcère. L'antibiothérapie, ça coule pas de source non plus. Mais ça fait très longtemps qu'on sait que l'antibiothérapie améliore la survie des patients hospitalisés pour rupture de varices ésophagiennes. D'une part parce que l'infection est un motif de mortalité très fréquent chez ces patients, et puis d'autre part, il est très probable que les antibiotiques, en diminuant les translocations bactériennes, aient un petit côté traitement de l'hypertension portale. Ça va dilater un petit peu les petits vaisseaux à l'intérieur du foie qui sont vasoconstrictés par les translocations bactériennes. Donc probablement qu'on lève un petit peu l'hypertension portale avec les antibiotiques. Quoi qu'il en soit, il faut absolument les mettre. Et la sonde de Blackmore ou la prothèse, ce sont des traitements que l'on met en attente, en pont, lorsque l'hémorragie est tellement massive qu'il n'y a pas eu de possibilité de faire une hémostase endoscopique. À ce moment-là, on met des sondes de tamponnement ou des prothèses. À vrai dire, c'est plutôt en sauvetage. Alors, je vois... Alors, pourquoi on continue l'octréotide s'il n'y a pas d'hémorragie active?
on le continue l'octréotide parce que même s'il n'y a pas d'hémorragie active, il y a un risque de récidive qui est extrêmement important dans les 72 heures, extrêmement important. La plupart des hémorragies digestives s'arrêtent toutes seules, de telle sorte que moi j'ai fait en plus de 30 ans d'astreinte d'endoscopie digestive, j'ai fait des milliers d'endoscopies pour hémorragie digestive, mais seuls moins de 10% des endoscopies que j'ai faites avaient une hémorragie active au moment de l'endoscopie. Le plus souvent, il y a des signes indirects, on voit des signes rouges, on voit un caillot adhérent, on se doute que ça a saigné, mais ça ne saigne pas, parce que la plupart du temps, ça s'arrête tout seul. Mais le risque de récidive est extrêmement élevé. Et lorsqu'on fait une hémostase, c'est-à-dire qu'on ligature la varice qui a saigné et les quelques varices à côté, on réduit beaucoup ce risque, mais on considère qu'avoir un traitement vasoactif qui va baisser la pression portale pendant quelques jours, pendant la période où le risque de récidive est maximal, va diminuer ce risque de récidive et la survie des patients. Et on a beaucoup de données qui montrent que la poursuite quelques jours, donc c'est vrai que ça pourrait être 72 heures, c'est vrai, mais la recommandation c'est 5 jours, parce qu'à nouveau, on considère que le risque de récidive est maximal dans les premiers jours qui suivent la rupture de varices œsophagiennes. Alors, l'antibiothérapie, donc pourquoi l'antibiothérapie? J'ai déjà répondu. Est-ce que ça ne va pas modifier le transit? Alors en fait, oui, mais ça va généralement donner de la diarrhée. Donc finalement, tout ce qui donne de la diarrhée, c'est plutôt bénéfique. Tout ce qui donne de la constipation, c'est plutôt pas bénéfique. Et à nouveau, l'antibiothérapie, en réduisant l'incidence du sepsis, va réduire aussi l'incidence de l'encéphalopathie hépatique et à nouveau est associée à une amélioration de la survie des patients. Alors, ensuite, l'évolution de l'épisode hémorragique est favorable. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je vous propose programmer des séances itératives de ligature de varices, poursuivre un traitement par analogue de la somatostatine, introduire un traitement par bêta-bloquant non cardiosélectif, avoir une attitude guidée par les plaquettes et l'élastométrie, faire ligature ou bêta-bloquant. Donc là, je le répète, en prévention secondaire de la rupture de varices œsophagiennes, 2 choses à faire de manière combinée, qui sont donc au-delà du 3e jour. Au 3e jour, c'est la somatostatine ou le traitement vasoactif, mais la prévention de la récidive, prévention secondaire. J'aurais dû mettre prévention secondaire pour qu'il n'y ait pas de que ça ne prête pas à confusion avec la récidive immédiate, parce que quand on a une récidive immédiate, on considère que c'est le même événement hémorragique. Donc là, j'aurais dû mettre prévention secondaire de la récidive hémorragique. C'est à nouveau la combinaison du traitement par bêta-bloquant et des séances de ligature itératives. Alors, les bêta-bloquants n'ont pas été tolérés. Vous débutez un programme de ligature. Après 5 séances, les varices sont toujours volumineuses et le patient est réhospitalisé 3 mois plus tard pour un nouvel épisode de rupture de varices. Il est sevré sur le plan de l'alcool. Et donc, quelle est la meilleure option thérapeutique? À ce niveau-là, la meilleure option thérapeutique, c'est le TIPS. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 grandes indications du TIPS, l'acide réfractaire lorsque la fonction hépatique est préservée et la rupture de varices œsophagiennes. Dans la rupture de varices œsophagiennes, il y a le sauvetage lorsqu'il y a une hémorragie cataclysmique qu'on n'arrive pas à faire l'hémostase endoscopique après avoir mis pour quelques heures en pont soit une prothèse, soit une sonde de Blackmore, donc une sonde de tamponnement. Deuxième indication du TIPS, c'est ce qu'on appelle le TIPS préemptif, c'est-à-dire qu'on sait que certains patients, malgré le traitement vasoactif, malgré la ligature qu'on a faite, sont à très haut risque de récidive hémorragique dans les 72 heures. Et globalement, ce sont des patients soit Child B avec une hémorragie active, soit Child C. Et dans ces conditions, on sait que mettre un TIPS très précocement, qu'on appelle le TIPS préemptif, va réduire le risque de récidive hémorragique et améliorer la survie des patients. Et puis la troisième indication du TIPS, c'est celle de ce cas clinique-là. C'est en cas d'échec de la prophylaxie secondaire qui combine
bêta-bloquant et ligature, un patient qui ressaigne malgré ce traitement. Donc là, bêta-bloquant pas toléré, pas toléré. Donc on a fait que de la ligature. Malgré plusieurs séances de ligature, il ressaigne. Et en prophylaxie secondaire et en cas d'échec des traitements antérieurs, c'est la troisième indication du TIPS pour la rupture de varices ésophagiennes. Alors, je regarde les quelques... Pourquoi E de la 6 est fausse? Alors, attendez, on va retourner voir la E de la 6. C'est faux parce que c'est B, ligature et donc là, c'est OU. Voilà. En prophylaxie secondaire, c'est soit des ligatures, soit des bêta-bloquants selon le profil du patient. Mais en prophylaxie secondaire, c'est ligature et bêta-bloquant. C'est pas OU. Voilà pourquoi c'est faux. Alors, ensuite, les autres. Tac, tac, tac. Alors, je retourne sur le chat. Anastomose portocave et TIPS, ce n'est pas pareil. Alors, l'anastomose portocave chirurgicale, c'est une anastomose qui est faite par un chirurgien. Et le TIPS, c'est en effet une anastomose portocave, mais qu'on met par voie transhépatique. Voilà, c'est pour ça que c'est la différence entre... Mais c'est vrai que le TIPS est une catégorie particulière d'anastomose portocave. À vrai dire, l'anastomose portocave chirurgicale, on ne fait quasiment plus ça. Alors, je vous propose de passer au KFP. Donc, c'est un homme de 61 ans, vous le voyez, pour des perturbations du bilan hépatique. Il a un infarctus, des stents coronariens, hypertendu, dyslipidémie, tabac, pas d'alcool, des traitements pour son cœur et sa dyslipidémie. Il a un foie ferme, des ongles blancs, une cirrhose, une érythrose palmaire. Le bilan biologique montre des gamma-GT élevés, des azates à 102, une créatinine à 112, un TP à 84%, une albuminémie à 37 grammes par litre. L'échographie montre des contours du foie bosselé, une atrophie du 4, l'élastométrie est à 22 kPa. Là, typiquement, vous avez une cirrhose. Vous n'avez pas besoin d'une biopsie hépatique pour faire le diagnostic de cirrhose. Et dans la mesure où la fonction hépatocellulaire est normale, on ne vous parle pas d'acide, vous voyez que le TP et la bilirubine et l'albumine sont normales, donc c'est une cirrhose compensée. Donc là, les deux diagnostics comptaient juste, soit cirrhose compensée. Donc ensuite, vous portez le diagnostic de cirrhose compensée. Alors, comment vous complétez le bilan? Alors, les sérologies des hépatites A et E, c'est faux. La sérologie des hépatites, oui, je vous ai donné une version sans la correction, mais on va le faire comme ça. Sérologie des hépatites A et E, c'est faux, puisque ça ne donne pas d'hépatite chronique. B et C, oui, c'est juste, il faut le faire. Dans tous les cas, le calcul du score de Child-Pugh, oui, il faut le faire systématiquement pour tous les patients cirrhotiques, même si là, de toute évidence, il est A. Donc le 3, on est bon. Le Madret, non, on le calcule quand on a une suspicion d'hépatite alcoolique aiguë, ce qui n'est pas le cas ici. La biopsie, c'est inutile. Le TEP scan, inutile. L'IRM avec la cholangio, ça c'est si on avait suspecté une cholangie sclérosante primitive, mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il faut faire une gastroscopie chez ce patient? La réponse est oui, puisqu'il est à 22 kPa, donc on a dépassé les 20. Donc, il faut savoir si oui ou non il a des varices ésophagiennes. Est-ce qu'il faut lui faire une échographie hépatique semestrielle? La réponse est oui,
puisque tout patient cirrhotique, la cirrhose, c'est vraiment un état précancéreux et il faut inclure tous les patients que l'on suit pour cirrhose dans un protocole de dépistage du carcinome hépatocellulaire qui repose sur une écho tous les 6 mois. L'arrêt de la torvastatine, non, c'est plutôt bénéfique, même dans la cirrhose. La torvastatine, ça semble être associé à une réduction du risque de cancer. Le lactulose, non, il n'a pas l'air d'être en encéphalopathie, pas de traitement prophylactique par lactulose. Idem pour le régime sans sel, idem pour la diététique. Alors, reprise de l'alcool, ça, ce serait une sacrée bêtise. La transfusion plaquettaire, non. Les analogues de la thrombopoïétine, non. La splénectomie, non. Le TIPS, encore moins. Donc, finalement, ce qui est juste, et là, c'est pas mal de l'avoir fait ensemble, puisqu'il y a un truc où j'avais pas tiqué au départ, mais comme il y a 5 réponses justes, la 2 est évidemment juste, le 3 est évidemment juste, le 8 est juste, le 9 est juste, et ce patient dont on apprend qu'il a une dyslipidémie et qu'il est obèse, puisqu'il a un IMC à 30, et là, le traitement étiologique de la cirrhose, c'est la prise en charge diététique. Donc le 13 est évidemment juste. Donc ce sont les 5 réponses justes. Alors, ok. Donc là, on revient sur le cas clinique d'avant. Est-ce qu'on aurait pu faire un tamponnement œsophagien? Alors la réponse est non. C'est-à-dire que le tamponnement œsophagien, il faut considérer que c'est très morbide. Gonfler une Blackmore dans l'ésophage, c'est un truc qui donne des complications. Ça peut donner de la nécrose ésophagienne. La prothèse, c'est un petit peu mieux toléré, mais ensuite, il faut l'enlever, ce qui n'est pas toujours très facile. Et donc, on ne fait un tamponnement œsophagien que dans la situation de grand choc qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est vraiment un patient qui fait un choc, qui a une hémorragie massive, qui ne répond pas au remplissage, qui ne répond pas à la transfusion, chez qui on n'est pas capable de faire une hémostase. Donc vraiment, le tamponnement œsophagien, c'est uniquement le sauvetage. Alors, donc là, un deuxième KFP. Donc, vous êtes interne en hépatogastro, vous recevez à 17 heures un patient de 58 ans pour une cirrhose liée à l'alcool. Encore un qui est hypertendu, dyslipidémique. Lui, on vous dit qu'il est connu pour avoir une cirrhose. Il a même fait une rupture de varices ésophagienne traitée par ligature et bêta-bloquant qu'il prend avec une bonne observance. Il continue de boire 100 grammes par jour. Il est fatigué. Il a une augmentation du volume abdominal, un ictère. C'est pour ça qu'il est venu aux urgences. Donc, il a une circulation collatérale abdominale, une érythrospalmaire, pas d'astérixis. Le pouls est à 60, la pression artérielle à 12,8. Donc, qu'un pouls à 60, il est probable qu'il prenne correctement son traitement par bêta-bloquant. C'est très bien. Température à 37,9, donc il a une fébricule. Et puis, vous trouvez une créate normale, un TP à 34%, donc une insuffisance hépatocellulaire probable, des plaquettes basses, une bili à 200, des azates à 120, des alates à 82, des gamma-GT extrêmement élevés. Donc là, le diagnostic, vous pouvez mettre décompensation de cirrhose, vous pouvez mettre décompensation ictérique de cirrhose, vous pouvez mettre décompensation ictéro-acitique ou ictéro-œdémato-acitique. Tout ça, ça compte juste. Donc là, vous êtes sûr, le diagnostic ici, c'est une décompensation de cirrhose. Maintenant, vous allez suspecter comme facteur déclenchant de cette décompensation de cirrhose une hépatite alcoolique, puisque, à nouveau, comme tout à l'heure, il y a de la fièvre, on ne vous donne pas la CRP, on ne vous donne pas les neutrophiles, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a de la fièvre et de manière brutale, il y a un ictère. Donc là,
de la fièvre et un ictère, à nouveau, comme tout à l'heure, 2 hypothèses, l'hypothèse infectieuse et l'hypothèse hépatite alcoolique. Et vous savez que dans l'hépatite alcoolique, on fait un truc un peu bizarre qui consiste à calculer le score pronostic avant d'avoir la confirmation diagnostique. C'est-à-dire que, on calcule le score de Madray qui comporte 2 paramètres biologiques qui sont l'INR et la bilirubine. Et si le score de Madray est élevé, supérieur à 32, peu importe le seuil, on se dit, attention, si le diagnostic est bien celui d'une hépatite alcoolique, alors ce patient va bénéficier d'une corticothérapie. Donc, il faut absolument que je sache s'il a une hépatite alcoolique, donc je lui fais une biopsie hépatique. C'est vraiment comme ça qu'on raisonne. Et calculer le score de Madray ne veut pas forcément dire que vous avez la confirmation du diagnostic d'hépatite alcoolique, mais vous vous dites, dans l'hypothèse où c'est une hépatite alcoolique, alors c'est grave et alors il aurait besoin d'un traitement. Voilà, donc vous allez vous servir du score de Madray, qui est le score pronostic de l'hépatite alcoolique, pour identifier les malades qui bénéficient d'une biopsie. Alors, donc le 1, c'est juste. Ensuite, je vous l'ai dit, les 2 diagnostics sont l'infection et l'hépatite alcoolique. Donc, vous allez faire évidemment des hémocultures. Vous allez faire évidemment une ponction d'acide au minimum exploratrice, elle est de moyenne abondance, mais une ponction d'acide, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les dossiers progressifs. Ensuite, le sondage, il n'y a pas vraiment de raison. Le scan, il n'y a pas vraiment de raison. Paracétamol, non. Lactulose, non. Le remplissage, non. Les antibiotiques, là, jusqu'à preuve du contraire, ça ressemble à une hépatite alcoolique. Donc, on va démarrer des antibiotiques uniquement si on a des critères d'infection liquide d'acide, mais pas en probabiliste. Ensuite, ce patient, il est sous bêta-bloquant. Il les a en prévention secondaire de la rupture de varices. Il n'y a aucune raison de les arrêter. Donc, il faut vraiment maintenir les bêta-bloquants. Si on arrête les bêta-bloquants, on risque même d'avoir un effet rebond, un rebond d'hypertension portale et d'avoir une récidive de rupture de varices ésophagiennes. Et puis la vitaminothérapie B1, oui, les antibiotiques, les vitamines, il faut toujours les donner aux patients cirrhotiques liés à l'alcool. Et à vrai dire, souvent on donne de la B1, de la B6, de la B12, de la PP. Mais il y en a une vraiment qui est importante, c'est la thiamine, c'est la vitamine B1 qui va servir à éviter l'encéphalopathie de Guéguet-Wernicke et le syndrome de Korsakoff qu'on redoute en particulier si on a eu la mauvaise idée de mettre une injection de glucosé. Voilà, donc ça, c'était les bonnes réponses. La 1, la 3, la ponction d'acide, bien sûr, les bêta-bloquants à poursuivre et la vitaminothérapie. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on va faire le 3e KFP. Alors, vous voyez en consultation une femme de 55 ans qui présente depuis 6 mois une asthénie. Elle n'a pas d'antécédents familiaux, elle a 2 enfants 30-27 ans en bonne santé, elle est fumeuse active, elle a un traitement hormonal substitutif, elle a un IMC à 23. Elle vous apporte un bilan qui montre les résultats suivants. Elle a 1,5 N, iode normal, CRP normal, TSH normal, hépatite B négatif, hépatite C négatif, glycémie et bilan lipidique normaux, ferritine à 1123 microgrammes par litre, coef de SAT à 98%. Donc là, je vous demandais l'examen à visée étiologique qui a demandé en priorité. Voilà, c'est alors gène HFE, analyse génétique sur le gène HFE. Voilà, tout ça c'est juste. Test génétique ou recherche de la mutation C282Y du gène HFE. Enfin, il ne faut pas plus de 3 mots. Donc, gène HFE, c'était bien.
Donc, il faut bien se rappeler que avoir une hyperféritinémie n'est pas synonyme d'avoir une surcharge en fer. Néanmoins, lorsque vous avez une hyperféritinémie avec une élévation du coefficient de saturation de la transférine, la surcharge en fer reste probable. Dans le cas contraire, vous savez qu'il faut faire une IRM hépatique avec une quantification du fer intrahépatique. Mais lorsque l'on a une ferritine élevée et un coefficient de saturation élevé, donc plus de 45%, le premier diagnostic à envisager, c'est l'hémochromatose génétique et vous demandez un gène sans passer par l'étape IRM. L'étape IRM, vous allez vraiment la demander lorsque vous avez une hyperféritinémie et vous ne savez pas très bien si cette hyperféritinémie est associée ou non à une surcharge en fer, puisqu'il y a beaucoup de situations cliniques où on a une hyperféritinémie sans surcharge en fer. Les deux plus importantes sont le syndrome métabolique, ça c'est extrêmement fréquent, l'hyperféritinémie métabolique, là, il n'y a pas de surcharge en fer ou elle est très peu importante, et de la consommation excessive d'alcool. Mais lorsque l'on a un coefficient de saturation élevé, là, vraiment, en première intention, on fait un gène et chez cette patiente, on a retenu le diagnostic d'hémochromatose génétique. Donc là, on redemande les 5 réponses justes. Conseil de famille, évidemment, ça c'est un distracteur. Convocation des apparentés au premier degré, ça on n'a pas le droit de le faire parce que c'est le secret médical, donc c'est faux. Alors bien sûr, on va devoir recommander à notre patient d'avertir ses apparentés au premier degré et leur demander de faire le dépistage. On ne peut pas les convoquer, nous. Ça, c'est interdit par le secret médical. Dosage de l'hepsidine, il y a des déficits en hepsidine, mais ici, on sait déjà que c'est le gène HFE qui est atteint, donc ce n'est pas la peine de rechercher une mutation plus rare. Alors, évaluer la fibrose hépatique, comme toutes les maladies du foie, on va évaluer la sévérité et on va donc évaluer la fibrose hépatique. Le bilan cardiaque, oui, parce qu'il y a des cardiopathies restrictives qui sont liées à la surcharge en fer au niveau du cœur et donc il va falloir faire une échographie cardiaque au minimum, donc un bilan cardiaque, donc ça c'est tout à fait juste. Le myélogramme, aucun intérêt. La gastroscopie, distracteur. Absorption intestinale du fer, non. Le régime pauvre en fer, ça ne sert strictement à rien. En vitamine C non plus. Le thé vert, c'est vrai qu'on trouve dans les blogs des associations de patients que le thé vert gêne un petit peu, de même que le régime pauvre en vitamine C, l'absorption du fer, mais tout ça, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le faire. Le chélateur du fer oral, on le fait uniquement, et IV, on le fait uniquement dans les rares situations où les saignées ne sont pas possibles. Et les saignées, c'est vraiment le traitement étiologique de l'hémochromatose génétique. Et on monitore pour regarder le rythme des saignées, à la fois la tolérance en surveillant l'hémoglobine et l'efficacité en surveillant la ferritine. L'objectif étant de strictement normaliser la ferritine et d'obtenir une ferritine, si possible, à moins de 50 microgrammes par litre. Et généralement, on fait un traitement d'attaque toutes les semaines ou tous les 15 jours pendant quelques semaines ou quelques mois. Puis ensuite, on fait un traitement d'entretien où les patients, tous les 3, 4 ou 6 mois, ont une saignée pour éviter. Donc le traitement d'attaque, c'est pour désaturer complètement et normaliser la ferritine. Et le traitement d'entretien, c'est pour éviter que la ferritine ne remonte. Les saignées, c'est à vie. Donc là, j'ai une question sur le chat. Les saignées, c'est en effet à vie, à ceci près qu'avec le vieillissement intestinal, petit à petit, les capacités intestinales d'absorption du fer se réduisent, de telle sorte qu'au bout d'un moment, souvent à 75, 80 ans, quand les patients arrivent, quand l'âge avance, on peut finir par interrompre les saignées sans que la ferritine ne remonte. Mais enfin, quand on diagnostique une hémochromatose génétique à 25 ans, on est parti au moins pour 50 ans de saignée, voire plus. Alors,
il nous reste les questions isolées. Hop. Alors, les questions isolées. On va commencer par un petit croc. Donc, c'est sur la gauche. Un homme de 48 ans sans antécédent consulte pour un syndrome grippal évoluant depuis une semaine avec ensuite un ictère. L'examen clinique est normal en dehors de l'ictère. Le bilan montre les résultats suivants: ALAT 1500, ASAT 1200, bilirubine 145, TP 98%, l'écho est normal. Quand vous savez ça, le diagnostic, c'est vraiment une hépatite aiguë. Hépatite aiguë. Donc aiguë, pourquoi? Parce que ça dure depuis moins de 6 mois, tout ça. Donc là, les signes cliniques, ça a l'air d'évoluer depuis une semaine. Et puis, parfois, on ne sait pas très bien si c'est aigu ou chronique. Parfois, on n'a pas les antériorités. Quand on a des transaminases qui datent d'il y a 6 mois, on peut savoir. Mais parfois, on n'a rien du tout. Mais quand on n'a pas les antériorités de bilan hépatique, on peut s'aider d'une part par les symptômes. Donc, ce patient, il allait bien, et puis tout d'un coup, depuis une semaine, il a un syndrome grippal, et puis un ictère, donc ça a l'air d'être aigu. Et puis deuxièmement, un truc très important pour discriminer l'hypertransaminasémie chronique d'aigu, c'est que dans l'aigu, à l'exception de l'hépatite alcoolique aiguë, qui est l'exception qui confirme la règle, les transaminases sont à plus de 10 fois la normale pour la LAT. Généralement, c'est la LAT. Voilà, donc une exception, l'hépatite alcoolique. Donc là, c'est vraiment une hépatite aiguë. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est une hépatite aiguë. Alors après, chez un patient qui a eu un syndrome grippal, très probablement, cette hépatite aiguë est liée à un virus, mais ça peut aussi être une hépatite médicamenteuse ou liée à un autre diagnostic plus rare, type auto-immunité, cholangite sclérosante, etc. Mais en tout cas, quand vous avez une hyperbilirubidémie dont on ne vous dit pas si elle est libre ou conjuguée, mais associée à 1200 de transaminase ou 1500 de transaminase, ça suffit pour dire que c'est une hépatite aiguë. Alors, et puis alors vous savez que quand le TP est à moins de 50%, on parle d'hépatite aiguë sévère, et lorsque le TP est à moins de 50% et qu'il y a par-dessus le marché des signes d'encéphalopathie hépatique, on parle d'hépatite aiguë grave ou d'hépatite fulminante, ça c'est synonyme. Alors, je vois qu'il y a une question sur le chat. Donc c'est fulminante, donc finalement je viens de répondre. Donc hépatite aiguë sévère, TP moins de 50%, fulminante, c'est sévère plus en plus de l'encéphalopathie hépatique. Un flapping trémor, par exemple, ça c'est une hépatite aiguë fulminante qui va nécessiter, l'hépatite aiguë fulminante, une prise en charge dans un centre de transplantation hépatique, car en l'absence d'amélioration ou dans les formes les plus sévères des fulminantes, la seule option thérapeutique est la transplantation hépatique. Alors, ensuite, un homme de 42 ans consulte pour un antigène HbS. Il est fumeur à 20 paquets années, une consommation d'alcool à 20 grammes par jour et a un traitement de substitution opioïde en raison d'un antécédent de toxicomanie IV sevré. Pas d'enfant et c'est un dépistage systématique qui montre les résultats suivants. Il a un antigène HbS positif, un anticorps anti-HBC positif, un IgM négatif, des anticorps anti-HbS négatifs, un ADN à 14 000, la sérologie C est positive, l'ARN du C est négatif, VIH négatif, les transaminases sont élevées. Et on vous dit que l'élastométrie montre une fibrose modérée. Alors, qu'est-ce qui est juste? Hépatite virale aiguë B, on sait que ce n'est pas aigu car les IgM sont négatifs. Ça, c'est assez simple. En plus, il y a toujours le coup, si on avait un doute, sur le fameux dizaine. Donc, quand c'est aigu, c'est supérieur à dizaine. Quand c'est chronique, c'est inférieur à dizaine. Et là, vous voyez bien que c'est inférieur à dizaine. Mais de toute façon, sans même regarder les transaminases, on voit qu'on a des IgM qui sont négatifs. Donc, ça ne peut pas être aigu. Il y a une hépatite virale chronique B, la réponse est oui. Si ce n'est pas aigu, c'est chronique.
Alors évidemment, on donne dans la définition un portage de l'antigène HBS pendant 6 mois. Donc là, c'est vrai qu'ici, il n'est pas fait mention des 6 mois, donc ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Mais dans la mesure, on a un anti-HBC-IgM négatif. Donc ça met plusieurs mois à se négativer. 2, une charge virale encore élevée et en plus une fibrose déjà présente. Tout ça rend quand même assez évident, même si on ne vous a pas donné la barre des 6 mois, que c'est une hépatite virale chronique B. Alors, l'hépatite C, est-ce qu'il a une hépatite C? Il a une sérologie de l'hépatite C positive, mais un ARN du VHC indétectable. Ça signifie qu'il a été en contact avec le virus de l'hépatite C, mais il a réussi à en guérir. Alors, soit il a déjà reçu un traitement antiviral, mais ça ne paraît pas être le cas, on ne vous le dit pas en tout cas, soit il en a guéri tout seul, c'est le cas chez 30 à 40% des patients. Et à ce moment-là, il a ce qu'on appelle une cicatrice sérologique, c'est-à-dire un ARN négatif, mais des anticorps positifs. Voilà. Donc, il n'a pas d'aigu, il a une chronique B, il n'a pas de C, pas d'hépatite C en tout cas. Alors, est-ce qu'il faut faire une sérologie delta? La réponse est oui. 100% des porteurs chroniques ou des porteurs tout court, d'ailleurs, de l'antigène HBS, que ce soit aigu ou chronique, doivent avoir une sérologie pour rechercher une co-infection delta. Et puis, alors, la dernière question est un petit peu difficile. Il est inutile de demander une échographie hépatique en l'absence de cirrhose. Il faut bien garder à l'esprit que lorsque l'on a une maladie du foie, le risque de cancer du foie existe généralement en cas de cirrhose, et c'est dans ces conditions qu'il faut faire une échographie semestrielle. À une exception près, dont il faut vraiment se rappeler, c'est l'hépatite B, où il est possible malheureusement de développer un cancer du foie sans passer par l'étape cirrhose, parce qu'il faut se rappeler que le virus de l'hépatite B est un virus directement carcinogène, qu'il est capable de s'intégrer dans l'ADN de l'hôte, et en s'intégrant, il est capable de déclencher une carcinogénèse viro-induite, à nouveau indépendamment du stade de fibrose et indépendamment de la présence ou non d'une cirrhose. Donc là, les bons résultats étaient le B et le D. Ce n'est pas inutile de demander une échographie, c'est à l'inverse utile. Alors, la troisième question. Un homme de 65 ans consulte pour une hyperféritinémie. Il a un diabète de type 2, une dyslipidémie, une surcharge pondérale, il boit 20 grammes par jour et on lui a trouvé une hyperféritinémie à 860 et le coefficient de saturation est à 39%. Et les transaminases sont élevées à 56. Et l'échographie montre une stéatose. Et on a fait une quantification du fer intrahépatique qui est normale. Et à votre avis, quelle est la réponse la plus appropriée? Alors, est-ce que c'est une maladie génétique rare? Est-ce que c'est une hépatosidérose dysmétabolique? Est-ce que c'est une hyperféritinémie métabolique? Est-ce qu'il faut faire une biopsie? Est-ce qu'il faut faire des saignées? Donc là, de manière très typique, ce patient, il a une hyperféritinémie métabolique, mais sans surcharge en fer. Vous savez qu'il n'a pas de surcharge en fer puisque l'examen de référence pour savoir s'il y a une surcharge en fer, c'est l'IRM. Or, l'IRM est normal, donc il n'a pas de surcharge en fer. Mais il a une hyperféritinémie, donc il a une hyperféritinémie sans surcharge en fer. Et on sait par ailleurs qu'il a un syndrome métabolique, donc c'est clairement une hyperféritinémie métabolique, ce d'autant qu'on vous explique qu'il a une stéatose. Alors si ce même patient avait une surcharge en fer très importante sur l'IRM, donc une hépatosidérose avec un coefficient de saturation normal, c'est là qu'on aurait recherché des maladies génétiques plus rares de type maladie ferroportine, où le déficit en ferroportine peut donner des surcharges en fer à coefficient de saturation à la transférine basse, mais c'est vraiment l'IRM qui permet de faire la part des choses, et c'est sur les données de l'IRM qu'on décide d'aller plus loin dans l'enquête génétique. Donc là, on a un exemple typique d'un patient qui a une hyperféritinémie, mais qui n'est pas associée à une surcharge en fer. Voilà, donc les réponses C, c'était la bonne réponse. Alors, vous voyez un homme de 65 ans, diabétique hypertendu, qui a une lésion focale du foie de 5 cm de diamètre atypique en imagerie. Raison pour laquelle vous prévoyez une biopsie hépatique, transpariétale et éco-guidée. Alors, quelles sont les propositions vraies? Alors, la biopsie doit intéresser la lésion focale et le parenchyme non tumoral. Ça, c'est juste.
quand vous avez, ça c'est très bien décrit dans votre fiche LISA sur les tumeurs du foie, lorsque vous faites le bilan étiologique d'une lésion focale hépatique, la première question que vous vous posez, alors bien sûr, vous allez dire quelles sont les caractéristiques radiologiques de cette image. Est-ce que c'est hypervasculaire? Est-ce qu'il y a un lavage portal? Est-ce qu'il y a une cicatrice centrale? Est-ce qu'il y a une prise de contraste en botte? Bon, bref, chacune des tumeurs que vous allez évoquer, qu'elles soient bénignes ou malignes, a des caractéristiques radiologiques propres qui vont vous aider à faire le diagnostic. Mais il y a une question qui tout de suite va derrière, au-delà de l'analyse sémiologique de la lésion, c'est existe-t-il ou pas une cirrhose? Et ça change tout. Parce que quand vous avez une cirrhose, vous allez vous acharner à traquer le carcinome hépatocellulaire.